étions assis dans la salle à manger du chalet d'hiver de ma famille à Megève. Les verres en cristal de baccarat étincelaient sous le lustre, et l'odeur de pain haut de gamme flottait dans l'air. Mon grand-père, Édouard, venait de distribuer 3 enveloppes. À l'intérieur de la mienne se trouvait un chèque de 20 000 €. Avant même que je ne puisse réaliser le montant, ma mère, Béatrice, me l'a arraché des mains. Elle a éclaté d'un rire sec, un son cassant qui m'a tordu l'estomac. « Oh, papa, arrête ça », a-t-elle dit en agitant le chèque comme s'il s'agissait d'un vieux prospectus. « Tu sais bien que ce sont tes anciens comptes clôturés. Ne leur donne pas de faux espoirs. » Mon frère Baptiste n'a pas hésité une seconde. Il a froissé son chèque en boule et l'a jeté dans les flammes crépitantes de la cheminée. « Bien joué, grand-père », a-t-il ricané, toujours le mot pour rire. Ma sœur Mathilde a gloussé et a fait de même. Je suis restée pétrifiée. J'ai regardé Édouard. Il tremblait, paraissant si frêle dans son fauteuil à oreilles Louis XV. Mais soudain, pendant une fraction de seconde, je l'ai vu, un petit clin d'œil, presque imperceptible. Je n'ai pas dit un mot. J'ai récupéré le chèque sur la table où ma mère l'avait jeté avec mépris, je l'ai plié soigneusement et je l'ai glissé dans ma poche. Mon visage était de marbre, mais mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai posé le chèque sur ma table de chevet et je l'ai fixé jusqu'à ce que le soleil se lève sur les sommets alpins, teintant la neige d'un violet profond. À 9 heures précises, je suis entré dans la succursale locale de la BNP Paribas. Je n'ai pas attendu. Je suis allé directement vers la guichetière, une femme nommée Madame Morel, qui semblait avoir tout vu dans sa carrière, et j'ai fait glisser le papier sur le comptoir en marbre. « J'aimerais vérifier la validité de ceci », ai-je dit d'une voix ferme malgré mes mains glacées. Madame Morel a ajusté ses lunettes, a tapoté sur son clavier et a plissé les yeux devant l'écran. Elle a tapé à nouveau. J'ai retenu mon souffle, m'attendant au rire moqueur, m'attendant à ce qu'elle me dise que c'était une plaisanterie, un morceau de déchet que ma mère avait eu raison de ridiculiser. « Il est valide », a déclaré Madame Morel en apposant son tampon censillé. « Les fonds sont disponibles immédiatement. Voulez-vous un reçu ?» J'ai fixé le petit ticket de papier qu'elle m'a tendu, solde actuel 20 412 €. Les 412 € étaient à moi, les maigres économies de mes missions en freelance. Les 20 000 € étaient ceux d'Édouard. C'était réel. Je me suis assise dans ma petite Renault Clio sur le parking et j'ai contemplé le reçu. Ce n'était pas une somme qui changerait leur vie à eux, mes parents dépensaient cela en vin lors d'un bon mois. Mais pour moi, c'était de l'oxygène, et c'était une preuve. Il faut comprendre la dynamique de ma famille pour saisir pourquoi cela faisait si mal. Chez les Fouché, l'argent n'était pas une monnaie, c'était une arme. J'ai grandi en m'entendant dire que nous étions à l'aise, mais dès que j'avais besoin de quelque chose, un ordinateur portable pour mon école de design à Penningen ou un tuteur pour les cours de maths, le puits était soudainement à sec. Je me souviens très bien d'il y a 2 ans, je vivais dans un studio humide à Lyon qui sentait le renfermé. Je mangeais des pâtes au beurre 5 soirs par semaine parce que je devais payer mes propres licences Adobe Creative Cloud pour maintenir mon activité d'auto-entrepreneur à flot. J'avais demandé à mon père, Hubert, un petit prêt de 2 000 € pour améliorer ma carte graphique afin de rendre mes modélisations 3D plus rapidement. Il m'avait regardé par-dessus ses lunettes sans monture en soupirant. « Chloé, on ne peut pas simplement distribuer de l'argent. Tu dois apprendre la valeur du travail. Si tu ne peux pas financer ton petit passe-temps artistique, peut-être devrais-tu trouver un vrai métier. » 2 jours plus tard, mon frère Baptiste remontait l'allée au volant d'une Mercedes classe G flambant neuve à 120 000 €. Il n'avait pas d'emploi, il avait juste un concept d'incubateur de start-up qui n'avait jamais vu le jour. Quand j'en avais parlé à ma mère, elle m'avait balayé d'un revers de main, « C'est pour son image, Chloé. Baptiste doit avoir l'air de réussir pour attirer les investisseurs. C'est un investissement, tu ne pourrais pas comprendre, tu n'as pas la fibre entrepreneuriale. » Cette phrase, « tu n'as pas la fibre entrepreneuriale », était leur cage préférée. Ils l'utilisaient pour tout justifier. Ils me disaient qu'ils géraient le fonds fiduciaire de ma grand-mère, soit 680 000 € laissés spécifiquement pour moi, parce que j'étais trop créative pour gérer un tel patrimoine.
Il prétendait me protéger de l'inflation. Assise dans cette voiture gelée, en regardant le bordereau de dépôt, tout s'est mis en place dans ma tête, la Mercedes, les vacances incessantes à Saint-Tropez, les investissements dans les projets foireux de Baptiste. Ce n'était pas l'argent de la famille, c'était mon argent. Il ne me protégeait pas de l'inflation, il protégeait leur train de vie contre mon droit de propriété. J'ai regardé le reçu une dernière fois. Je n'ai pas ressenti le soulagement auquel je m'attendais, mais une clarté froide et tranchante. Ils pensaient que je n'étais qu'une artiste, quelqu'un qui coloriait sagement entre les lignes. Ils oubliaient que mon métier ne consiste pas seulement à faire de jolies choses, mon métier consiste à remarquer quand un pixel n'est pas à sa place, à voir la structure derrière la façade. Et pour la première fois de ma vie, je ne les regardais pas comme mes parents, je les regardais comme un défaut de conception, et j'allais le corriger. J'ai conduit directement jusqu'à la propriété privée d'Édouard. Ce n'était pas le grand chalet où séjournait la famille, mais sa résidence personnelle, un petit manoir en pierre niché dans les bois, le seul endroit que ma mère visitait rarement parce qu'elle disait qu'il sentait les vieux livres et les poils de chien. La porte n'était pas verrouillée. Je l'ai trouvé dans son bureau, assis près de la fenêtre, regardant la neige tomber. Il ne paraissait plus frêle du tout, il ressemblait à un homme qui attendait. « Tu es allé à la banque » a-t-il dit sans se retourner. « Le chèque est passé » ai-je répondu en restant sur le seuil. « Pourquoi » Édouard a pivoté son fauteuil. Ses yeux étaient vifs, bleus et perçants, dépouillés de la confusion brumeuse qu'il affichait devant mes parents. Parce que j'avais besoin de savoir si quelqu'un dans cette famille avait encore une colonne vertébrale. Baptiste a brûlé la sienne, Mathilde aussi. Toi, tu as gardé la tienne. Il a désigné la chaise en face de lui. Assieds-toi, Chloé. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'il ne réalise que tu es partie. Je me suis assise. Le fond fiduciaire. Il a disparu, n'est-ce pas? Édouard a soupiré, un son lourd. Je le crains. Ta grand-mère t'a laissé cet argent, 680 000 €. Il devait être versé à tes 25 ans. Hubert m'a dit que tu avais demandé à différer le versement. Il m'a montré des emails, soi-disant de toi, disant que tu n'étais pas prête. Je n'ai jamais envoyé ces emails, ai-je dit d'une voix glaciale. Je le sais maintenant, a repris Édouard, mais j'ai besoin de preuves. Je suis vieux, Chloé, mais je ne suis pas sénile. Je ne peux pas les accuser sans preuves tangibles, sinon ils me feront déclarer incapable pour prendre le contrôle total avant que je ne puisse les arrêter. Ils parlent déjà de mise sous tutelle. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Béatrice, où es-tu? Baptiste a besoin de ce logo pour sa présentation de midi. Ne sois pas égoïste. J'ai montré l'écran à Édouard. Il a lu et a ricané, égoïste. C'est leur mot préféré pour te désigner, n'est-ce pas? Si je ne le fais pas, ils vont me couper les vivres, ai-je murmuré, ils paient mon forfait mobile et sont garants pour mon bail. Laisse-les faire, a dit Édouard, tu as 20 000 € maintenant. Tu es libre. J'ai de nouveau regardé le SMS. Baptiste avait besoin de ce logo. Pendant des années, j'avais obéi au moindre de leurs claquements de doigts. J'avais conçu leur carte de vœux, leur logo d'entreprise, leur site web pour des projets vaniteux, tout cela gratuitement, pendant qu'ils me répétaient que mon travail était mignon mais pas une vraie carrière. J'ai tapé une réponse, non. La réplique fut immédiate. Les 3 petits points dansaient furieusement sur l'écran. Puis, pardon? À qui penses-tu parler? Petite ingrate. Nous te logeons, nous te nourrissons. Tu fais ça, ou ne prends même pas la peine de venir dîner. J'ai ressenti une sensation étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas de la peur, ni de la culpabilité. C'était la sensation d'un manteau trop lourd qui glissait enfin de mes épaules. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, a dit Édouard en se penchant en avant. Je vais convoquer une réunion. Je vais leur dire que je veux transférer le domaine plus tôt que prévu. Mais j'exige d'abord un audit financier propre du fonds fiduciaire. Je veux que tu sois là. Ils vont mentir, ai-je prévenu, ils vont falsifier les documents. Je sais, a dit Édouard avec un sourire sombre, et c'est exactement là-dessus que nous comptons.
Il n'a pas donné plus d'explications, mais j'avais compris. Il ne me demandait pas de les combattre, il me demandait de les regarder se passer la corde au cou. J'ai éteint mon téléphone après un dernier barrage d'insultes de ma mère me traitant d'inutile et de fardeau. J'en suis, ai-je dit. Le piège était simple, et c'est pour cela qu'il était parfait. Édouard s'est assis à son bureau, a pris le téléphone et a appelé mon père en mettant le haut-parleur. Hubert, a-t-il dit d'une voix tremblante, jouant à merveille l'homme qui perd pied, j'ai réfléchi. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je veux vous transférer le domaine, à toi et Béatrice, dès maintenant pour éviter les droits de succession. Je pouvais presque entendre mon père saliver à l'autre bout du fil. Papa, c'est très sage. Nous arrivons tout de suite pour signer les papiers. Pas encore, a interrompu Édouard, mon notaire, maître Lefebvre, insiste pour un audit préalable. Une simple formalité. Apporter les relevés bancaires du fonds de Chloé à son cabinet demain à midi, juste pour prouver que tout a été géré correctement. Une fois qu'il aura validé, les 20 millions d'euros du domaine seront à vous. Il y eut un silence si épais qu'on aurait pu s'y étouffer. Bien sûr, a bafouillé Hubert, nous avons tous les dossiers. Nous serons là. Édouard a raccroché et m'a regardé, maintenant, on attend. Je n'ai pas attendu sans rien faire. J'ai ouvert mon ordinateur. Vous voyez, ces 10 dernières années, j'étais l'assistance technique attitrée de la famille Fouché. J'avais configuré leur iPhone, leur Wi-Fi et leur stockage cloud. Ils n'avaient jamais changé les mots de passe parce qu'ils avaient la flemme de s'en souvenir. Ils me considéraient comme la domestique, et on ne cache rien à la domestique parce qu'on ne la pense pas assez intelligente pour comprendre ce qu'elle voit. Je me suis connecté au compte cloud familial. Le calme a duré 1 heure, puis la panique numérique a commencé. J'ai vu les notifications de synchronisation de fichiers apparaître sur mon écran en temps réel. C'était comme observer une scène de crime en train d'être maquillée par satellite. Téléchargement modèle-relevé-lcl.jpg, téléchargement brouillon fiducie v1.docs, téléchargement relevé-final.pdf. Mes parents se démenaient. Ils n'avaient pas les relevés parce que l'argent n'existait plus. Ils fabriquaient donc une réalité qui les arrangeait. À 23h45, un dernier fichier est apparu, relève-fond-chloé-final.pdf. Je l'ai téléchargé. Pour une personne normale, il semblait parfait, le logo de la banque, la bonne adresse, une mise en page officielle indiquant un solde de 680 000 euros. Mais je ne suis pas une personne normale, je suis graphiste. Je passe 12 heures par jour à scruter la typographie et les systèmes de grille. Pour moi, un document n'est pas une suite de mots, c'est une construction mathématique. J'ai ouvert le PDF dans Illustrator et j'ai zoomé à 800%. Et là, c'était flagrant, l'arrogance des amateurs. C'est ce que les psychologues appellent l'effet du Dunning-Kruger, quand les gens sont trop incompétents pour réaliser à quel point ils le sont. Mes parents pensaient que le graphisme se résumait à dessiner des images, ils n'avaient aucun respect pour la discipline et n'en connaissaient donc pas les règles. Ils avaient utilisé la mauvaise police de caractère. Les banques utilisent des polices propriétaires ou des variantes très spécifiques d'Helvetica. Les chiffres de ce relevé, surtout dans la section du solde, étaient en Arial. J'ai activé la grille de mise en page, l'alignement était faux. Le chiffre 6 de 600 000 flottait 3 pixels plus haut que le symbole de l'euro. Le crénage, l'espace entre les caractères était irrégulier. C'était un travail de copier-coller grossier. Ils avaient fait une capture d'écran d'un vrai relevé, effacé le petit montant et tapé un gros chiffre par-dessus avec une police système par défaut. C'était insultant, et c'était exactement ce qu'il nous fallait. J'ai vérifié les métadonnées du fichier, créé hier à 23h42, application Adobe Photoshop CS6, auteur, Mockbook Pro d'Hubert. Ils n'avaient pas seulement menti, ils avaient créé une empreinte numérique de leur crime. Ils étaient si sûrs de leur supériorité, si certains qu'Édouard était gâteux et moi stupide, qu'ils m'avaient tendu l'arme du crime avec leurs empreintes partout. J'ai sauvegardé le fichier et le rapport de métadonnées sur mon disque externe. J'ai regardé Édouard, ils ont mordu à l'hameçon. Ont-ils fait du bon travail ? A-t-il demandé. Non,
ai-je dit en fermant mon ordinateur, ils ont utilisé de l'Arial. Édouard a souri, on se voit au cabinet. La salle de conférence de Maître Lefebvre à Lyon était conçue pour intimider, tout de bois de macassar et de verre, suspendu au 20e étage au-dessus de la ville. Dehors, un blizzard faisait rage, mais à l'intérieur, l'air était pesant. J'étais assise dans un coin, mon ordinateur sur les genoux. Maître Lefebvre, le notaire, était à bout de table. Édouard était à sa droite, paraissant minuscule dans son cardigan en laine, ses mains tremblant légèrement sur le bois poli. À midi pile, les doubles portes se sont ouvertes. Mes parents sont entrés comme s'ils montaient sur un yacht. Béatrice portait un manteau de fourrure qui coûtait probablement plus cher que mes 3 années d'études. Hubert était dans un costume sur mesure, secouant la neige de ses épaules avec un air d'importance agacée. Ils ne m'ont même pas regardé. Pour eux, je n'étais pas un acteur du jeu, j'étais un meuble. Désolé pour le retard, a lancé Hubert d'une voix de stentor en s'asseyant en face d'Édouard. Les routes sont un cauchemar, mais nous avons tout apporté. Il a fait glisser un dossier épais sur la table. La comptabilité complète, a dit Hubert avec un sourire de requin. Tu seras ravi, papa. Le fonds a même fructifié, il est à un peu plus de 700 000 €. Nous l'avons géré avec prudence, bien sûr, pour protéger l'avenir de Chloé. Édouard n'a pas touché au dossier. Il a ajusté ses lunettes, mes yeux me jouent des tours. Les chiffres se brouillent. Je peux résumer, a proposé Béatrice en tendant la main. Non, a répondu Édouard en me désignant du doigt, Chloé, mets ça sur le grand écran. Je veux voir les détails, en grand et en clair. Hubert a hésité, puis s'est détendu. Pour lui, je n'étais que l'assistance technique. Vas-y, a-t-il dit. Alors que je branchais le câble HDMI, Béatrice a sifflé, ne casse rien et essaie de ne pas nous faire honte. Ne t'inquiète pas, ai-je répondu calmement, je m'y connais en visuel. Le document a rempli l'écran de 80 pouces. 680 000 €. Propre, convaincant. Tout est en ordre, a affirmé Hubert. Édouard s'est penché en avant, c'est impressionnant. J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai pris la parole, vous avez toujours dit que le design, ce n'était que du dessin. Laissez-moi vous montrer ce que c'est réellement. J'ai zoomé. Le solde a explosé sur tout le mur. Ceci flotte 3 pixels au-dessus de la ligne de base, ai-je dit. C'est une erreur de glisser-déposer. Une grille rouge est apparue à l'écran, puis des contours bleus. Arial Regular, ai-je continué, police par défaut de Microsoft Word. Photoshop CS6. Pas de bibliothèque de police installée. J'ai superposé un texte vert, et voici la police que la banque utilise réellement. Crénage différent, courbes différentes. Votre document est un faux. La pièce s'est figée. Vous n'avez pas obtenu cela d'une banque, ai-je ajouté, vous l'avez fabriqué, et mal en plus. Elle ment. A hurlé Béatrice. Demandons au fichier, ai-je répliqué. Les métadonnées sont apparues, créées hier soir à 23h42. Application, Adobe Photoshop CS6. Auteur, MacBook Pro d'Hubert. Mon père est devenu livide. Vous avez falsifié un document financier, ai-je conclu, c'est une fraude caractérisée. Béatrice a crié et a saisi son téléphone. Appelle-les si tu veux, a dit Édouard, se redressant soudainement, la voix parfaitement stable. J'ai demandé à Chloé d'auditer le compte parce que je savais que vous aviez volé l'argent. J'avais juste besoin d'une preuve irréfutable. Hubert a chuchoté, on l'a juste emprunté pour Baptiste. Maître Lefebvre a ouvert son classeur et a lu une clause, toute manœuvre frauduleuse entraîne l'annulation des dispositions successorales. Il a refermé le dossier. Vous ne venez pas seulement d'avouer le vol de 680 000 €. Vous venez de vous déshériter d'un patrimoine de 20 millions d'euros. La sécurité les a escortés vers la sortie. Béatrice m'a attrapé le bras, on est ta famille. Non, ai-je dit doucement, je ne suis que la domestique, et la domestique vient de démissionner. Plus tard, Édouard a posé une main sur mon épaule, tu as mal, a-t-il dit, la clarté coûte cher.
Elle te coûte tes illusions. Il avait raison. 6 mois plus tard, le chalet a été vendu. L'argent a été remboursé. J'ai fondé mon propre cabinet spécialisé dans l'analyse médico-légale de documents. Édouard et moi avons passé Noël à Hawaï. Ma mère a appelé la semaine dernière, j'ai mis le téléphone sous silence et je me suis remise au travail. La compétence n'est pas bruyante, mais elle tranche de manière définitive. Quelle histoire incroyable! C'est fascinant de voir comment une compétence souvent sous-estimée comme le graphisme peut devenir une arme de justice redoutable. Ce récit nous rappelle que l'arrogance est souvent le talon d'Achille de ceux qui pensent pouvoir manipuler les autres. La trahison familiale est un sujet difficile, mais la complicité entre Chloé et son grand-père est magnifique à voir. On réalise que dans un monde de faux-semblants et de manipulation numérique, l'œil d'un expert et l'intégrité personnelle sont les meilleures protections. La chute est d'une justice poétique parfaite, être trahi par sa propre paresse technique, l'utilisation de la police ariale, alors qu'on méprise le métier de sa propre fille, c'est un retour de bâton magistral. On finit par comprendre que la véritable fibre entrepreneuriale, c'est Chloé qui l'avait depuis le début, à travers sa rigueur et sa persévérance malgré les obstacles. Et vous, avez-vous déjà été sous-estimé par vos proches à cause de votre métier ou de vos passions, pour finalement leur prouver qu'ils avaient tort ? Partagez vos expériences en commentaire.